On accueille Luc Mailleux qui vient de l'Université Louvain. Il est engagé dans une thèse en Suisse. C'était formes littéraires émergentes à l'école, enquête sur les pratiques déclarées et éclatées au secondaire et au collégial québécois. Donc merci pour l'opportunité ici de prendre la parole. Alors, c'est un peu bizarre, effectivement, un Belge installé en Suisse qui va s'exprimer sur des données québécoises. Merci de l'opportunité comme ça de rendre compte d'une enquête tout à fait modeste sur des pratiques effectivement d'enseignants et enseignantes québécoises et québécois que je vais détailler. Alors, ce n'est pas ma thèse. Ma thèse s'insère dans un projet lancé par Raphaël Baroni. Ma thèse, elle s'intitule « Quelle place pour la théorie du récit dans l'enseignement du français ?» dans un projet financé par le Fonds national suisse. Ma thèse, c'est fondamentalement une enquête de terrain auprès des enseignants et des enseignantes du secondaire 1 et 2, pour reprendre une terminologie suisse, fondamentalement les élèves de 12 à 18 ans, dans 4 pays, la Suisse, la Belgique, la France, le Québec. Il s'agit de documenter la place de la théorie du récit dans l'enseignement secondaire. Quel rapport avec la communication de l'anglais? Eh bien, tout simplement, l'opportunité de utiliser en fait le véhicule qui a représenté le questionnaire qu'on a fait passer aux enseignants-enseignantes ici l'automne passé dans le cadre d'un séjour de recherche auprès de l'équipe de Nathalie Bassel qui m'a accueilli et qui a diffusé ce questionnaire. On a décidé d'y adjoindre 4 questions qui visaient à documenter les pratiques des enseignants autour justement des questions qui animent le groupe en littératie médiatique multimodale et le labyrinthe. Et donc, c'est les résultats de cette enquête, donc ces 4 questions, mais vous les voyez là, hein, c'était assez large, assez vaste, qui s'intéressaient à 2 questions. Quelle place pour les nouveaux genres littéraires numériques dans les classes français, tant au secondaire qu'au collégial? Le collégial, tout le monde sait, hein, c'est le cégep ici, qui après 5 années de secondaire scolarise, que ce soit dans des filières professionnelles ou des filières préuniversitaires, les jeunes québécois et québécoises, à quel niveau et pour quelle finalité? Et on posait également 2 questions qui visaient à documenter le sentiment de légitimité, de compétence qu'éprouvent les enseignants vis-à-vis de ces genres. Donc l'idée, c'était de s'approcher de pratiques déclarées des enseignants et des enseignantes et pas seulement des personnes qui seraient insérées dans des dispositifs de co-création proches du monde universitaire et celui de la recherche. Alors, très rapidement, vous voyez les questions qu'on a posées. Et donc, je vais revenir dessus en 3 rapides parties, en détaillant un petit peu le corpus, en vous présentant les résultats. Et puis ensuite, je me pencherai sur 3 points saillants qui me paraissent dignes de discussion. Alors, au final, on a réussi à obtenir des réponses 529 répondantes, dans la proportion que vous voyez là, au Québec 99, et au Québec, plus particulièrement, deuxième camembert, vous voyez, on a environ 35% de répondants au collégial. Donc ça, c'est une originalité du corpus qui nous permet d'intéressantes comparaisons entre des ordres d'enseignement qui ne sont pas similaires, qui ont chacun leur spécificité. Juste à titre d'information, vous voyez qu'on a quand même énormément plutôt de Montréalais qui ont pris part à cette étude. Je me permets de glisser des remerciements à l'égard de Jean-François, de Nathalie Nassel et de Eve Glady qui ont soutenu cet accès au terrain. Voilà, un grand merci à eux. En termes de résultats, juste signaler qu'on a récolté énormément de variables, et il n'est pas du tout utile de les présenter ici, mais par contre, vous voyez aussi à l'écran que la proportion globale de temps hebdomadaire consacré à la littérature pour un peu essayer de quantifier cette éventuelle différence entre les terrains montre qu'au Québec, on a un résultat qui suit le résultat français, mais il faut savoir qu'il est tiré à la hausse par la place qu'accordent à la littérature les professeurs de cégep. Vous voyez, là, les répondants ont dit qu'ils utilisaient jusqu'à 83% du temps hebdomadaire pour des enjeux littéraires. Si on prend uniquement la question du secondaire au Québec, on s'approche de taux semblables à celui de la Belgique et de la Suisse. Sur la question particulière, justement, des genres numériques auxquels on voulait s'intéresser, voilà, il y avait un magnifique tableau qui vous permet en fait de voir qu'on posait la question, quels sont les genres que vous abordez dans votre enseignement? Et ici, classé sur le taux de réponse en oui, vous voyez l'ensemble de ces genres, avec tout d'abord un biais méthodologique. Notez la question qu'on a utilisée, abordez-vous, c'est quand même très très large. Et donc, ça pose en fait des questions sous-jacentes. Et je ne l'ai peut-être pas dit en début de l'introduction, mais je voulais le faire. Ce sont des résultats très modestes qui finalement posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. C'est comme ça que ça marche, la recherche. Alors, pour établir cette liste, on a utilisé tout d'abord ce que notre première intervenante a également utilisé, la liste de Eleonora Achera et Nathalie Lassel et Gérald Millet
les amis du labyrinthe, qui définissent un certain nombre de genres numériques. À cela, on a ajouté 4 genres, format technologique, qui nous paraissaient avoir une place particulière dans les classes, et on ne s'est pas trompé finalement dans cette hypothèse, puisque c'est, et ce sera un des points de discussion, la place première qu'occupe la baladodiffusion, la capsule audio ou vidéo. La baladodiffusion, même si c'est singulièrement pensé comme audio, peut recouvrir une réalité vidéo, mais occupe la première place, vous voyez, de ces résultats. Et c'est encore plus vrai si on différencie selon le niveau. Vous voyez, en jaune, le secondaire, c'est presque 2 enseignants sur 3 qui disent au secondaire aborder la baladodiffusion. Et ce, loin devant le second genre cité, qui était le web documentaire. Notons dans ce tableau, en 3e colonne, quand même des grands inconnus qui visent peut-être à quand même aussi un peu nuancer nos propos quand on pense à l'utilisation possible de certains genres beaucoup discutés depuis hier. Vous voyez que les 3 barres qui émergent, donc l'application littéraire, le livre enrichi ou l'œuvre augmentée, pour plus de 4 personnes sur 10 ne sont juste pas connues et répondues. Alors, je reviens sur cette liste. J'ai laissé le surlignage en bleu et vert pour vous rappeler que donc, ça vient de 2 lieux différents. On obtient finalement une liste assez mixte en ce qu'elle compile des formes numériques qui peuvent s'apparenter à plusieurs générations de genres ou de vagues de littérature numérique. Donc là, je remercie le comité du colloque qui a attiré mon attention sur l'apport théorique de Leonardo Flores qui établit une forme de typologie, de génération de genres littéraires numériques. Très rapidement, parce que je l'utilise, Leonardo Flores considère qu'avant le web, on était dans une première génération avec des médias électroniques et digitaux, ce dont on a parlé, entre autres, dans les présentations de M. Gervais. En 2e génération, avec l'émergence du web, on voit des travaux innovants sur des formes et des supports comme les pages web qui commencent à se populariser, justement. Et en 3e génération, là, la question, justement, des plateformes établies qui disposent d'une massive base d'utilisateurs comme les réseaux sociaux ou les applications mobiles. Et donc, cette proposition théorique, elle est critiquable, elle est critiquée, elle est discutée dans le milieu très fin de la littérature numérique. Elle est sans doute encore plus critiquable quand elle est utilisée par un jeune doctorant qui l'applique sur un tableau. Mais il me semble que c'est productif et de permettre à ce moment-là de faire voir ici qu'il y a nos 2 ensembles aux extrêmes du tableau, plutôt des éléments appartenant à la 2e génération de littérature numérique qui seraient les plus utilisés, les plus abordés dans les classes. Et par contre, on a beaucoup parlé justement des choses très émergentes comme la littérature, l'application littéraire, l'instagrature, la littérature sur Facebook, qui là sont des pratiques très très rares de pionniers. Ce sera mon 2e point de discussion. Vous dire qu'on a récolté également des informations, comme je le disais, autour des finalités associées justement à ces genres numériques. Et là, on s'est trouvé sans doute avec un biais méthodologique, encore une fois, c'est qu'on a mis les 3 premières et qui apparaissent comme les premières finalités poursuivies, c'est en gros les finalités du programme de français de l'école québécoise. Et donc, il y a sans doute un effet de bon élève de la part des enseignants, mais de considérer qu'en abordant ces genres, ils s'inscrivent dans les prescrits québécois. Ce qui, je trouve, est intéressant, c'est de remarquer que la 4e finalité qui serait poursuivie par le fait d'aborder ces genres, ce serait de se rapprocher de la culture numérique des élèves. Ça a été abordé par Françoise Carène à l'instant. C'est particulièrement vrai, cette 4e finalité, au secondaire par rapport au collégial, parce que quand on différencie les résultats, on voit que c'est vraiment un prof sur 2 qui dit « ça, c'est important pour moi de me rapprocher des pratiques de référence de mes jeunes ». Je termine sur les résultats. Vous voyez ici qu'en termes de sentiment de légitimité, un quart des répondants estiment sortir beaucoup ou assez bien du cadre scolaire quand ils abordent ce genre numérique avec leurs élèves. Au collégial, on a, vous voyez, 60% des répondants qui considèrent qu'ils ne sortent pas du tout du cadre scolaire. Alors, on pourrait se dire que c'est encourageant, c'est quand même assez interpellant. Et Sylvain me faisait remarquer que dans l'équivalent, alors c'est pas vraiment le bac français, mais c'est l'épreuve uniforme de français, c'est l'épreuve finale qui sous-tend justement tous les apprentissages et comme le disait notre collègue à l'instant, mais corsette assez bien les pratiques des enseignants. Dans cette épreuve uniforme de français, il n'a jamais vu mentionner de tel genre numérique et il recueille chaque année des plans de cours de différents cégeps et il n'a jamais vu mentionner les gens qui sont ici mis en discussion. Donc, on a un résultat qui est quand même un peu interpellant. Mais par contre, en termes d'ouverture des répondants et répondants à ces genres, mais là, on a quand même un certain pourcentage assez important de personnes qui entrent ça comme pratique légitime. Par contre, le sentiment de compétence, et ça, de nombreux collègues l'ont déjà dit,
il est assez faible, ce sentiment de compétence, avec sans doute sous-tendu un manifeste besoin de formation pour aborder ce qui apparaît quand même encore pour beaucoup de la nouveauté ou de l'innovation. C'est ce que notait entre autres Sylvain avec Marie-Christine Baudry et Hélène Turgeon dans leur propre enquête en 2000. Alors, en termes de discussion, j'ai envie de revenir sur trois éléments qui me paraissent être les points saillants pour ces quelques petits résultats. C'est la place du balado, la question de la répartition des genres et le sentiment de légitimité. Le tout en essayant de faire des ponts avec les enquêtes des collègues que j'ai dit. Alors là, on a un Belge qui s'exprime sur le Québec, donc je suis très intéressé à voir si les hypothèses explicatives que je convoque ici sont dans le champ de validité. Alors, il me semble que par rapport à la place première du balado dans nos résultats, on a éventuellement trois facteurs explicatifs qui peuvent être convoqués. D'abord, dans le champ technologique, ça reste quelque chose de très léger, de facile, de proche, de proximal. Il y a sans doute cette première raison à avoir le balado utilisé dans les classes, abordé du moins dans les classes. Dans le champ didactique, il faut faire le constat que dans les pratiques, la promotion des méthodes actives comme la classe inversée, on voit le balado comme un véritable moteur pour accéder autrement à des contenus d'apprentissage. C'est lié au programme de l'école québécoise, puisque la troisième compétence est communiquer oralement selon des modalités variées peut, sans que ce soit cité comme tel, comme moyen et comme genre, faire bénéficier le balado d'une place centrale. Et il y a depuis assez longtemps au Québec des programmes d'encouragement et pour faciliter la diffusion de productions scolaires à l'échelle du Québec, ici par le programme BANQ Éducation et le programme Précis. Et Prune-Luthier, enfin, dernier point, notez que dans le champ éducatif, il y a sans doute aussi un effet pandémie. Prune-Luthier montrait quand même que la nécessité de passer massivement à des pratiques d'enseignement en distanciel et ou asynchrone avait certainement dû avoir un effet. Enfin, dans le champ plutôt littéraire, il y a peut-être aussi un intérêt particulier au Québec. C'est ce que mettait en exergue la récente journée d'études balado et littérature au Québec, organisée au sein du programme de littérature québécoise, FQM, et qui notait qu'au Québec, il y a une longue tradition en fait de littérature radio. Alors, est-ce que c'est lié au contexte territorial? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, après un creux dans les années 80 à 2010, comme ailleurs aussi, le podcast, la balado-diffusion a connu un bel essor et se ressent peut-être, étant plus présent dans la société en termes de pratiques de référence, s'en ressent peut-être dans les pratiques scolaires. L'école, la guerre des générations, ça c'est un truisme. Par rapport à la situation qu'on voit visualisée dans notre tableau et voir plutôt des genres de deuxième génération occuper ce haut tableau. Là, convoquer un tout petit peu plus ce que Flores dit de cette deuxième génération en tant que ce serait une littérature électronique, et je le cite, qui s'aligne avec la tradition littéraire formée par le monde de l'imprimé et le monde de l'art, permettrait peut-être de se dire qu'en fait, il y a une forme de proximité plus grande avec une conception traditionnelle de la littérature et une aisance plus particulière de la part des collègues enseignants-enseignants de s'attacher à des formes transmodalisées, donc comme les objets sémiotiques secondaires, qui seraient en fait plus appréhendables dans le monde scolaire, puisque on peut trouver des œuvres transmodalisées dans les formats qui occupent le haut du tableau, donc des numérisés, des balados qui reprennent des œuvres littéraires plus patrimoniales, qui peuvent être abordées via ces formes transmodalisées. En tout cas, c'est l'hypothèse que proposent Bénédicte Etienne et Christine Mongelot dans l'article, en tant que ça favoriserait l'entrée dans la lecture chez des publics où justement la lecture effective est loin d'être active. Et peut-être tout simplement des aspects générationnels, ce que Nolwenn Fonda a abordé, tout en disant que quand on proposait à des enseignants de s'intéresser à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et je pense que vous parliez des profils de fiction, il y avait potentiellement un très grand intérêt personnel et didactique de la part de ces enseignants. Il me reste une toute petite minute pour vous parler de ce qui me paraissait une plutôt bonne nouvelle. C'est la question du sentiment de légitimité des enseignants, avec néanmoins des choses qui doivent attirer notre attention. Et Magali Brunel, qui dans son étude sur 90 enseignants du collège et du lycée en France en 2021, dans son livre sur l'enseignement de la littérature à l'ère du numérique, notait qu'en fait, on a une minorité de personnes qui se situent dans une logique de production. Alors, l'enquête qui a été menée ici, mais justement par rapport à la largeur de la question qui a été posée, ne permet pas de savoir si les personnes se situent vraiment dans une logique de production ou plutôt une logique de réception par rapport à ces genres littéraires, numériques. Mais néanmoins, on avait ici, vous voyez, posé cette question sur mener des activités de création à partir des œuvres numériques. Et même chose, on avait une toute petite proportion d'enseignants qui mettent cette finalité d'enseignement en avant. Mais
Et c'est là où cette enquête est vraiment avec des résultats à affiner. Les enseignants pouvaient en fait cocher différentes cases dans ces finalités d'enseignement. En tout cas, ça a l'air d'aller dans le même sens que l'analyse de Magali. Alors, le sentiment de légitimité qui est assez important me permet de dire que, d'une certaine façon, maintenant, il faut s'intéresser aux modalités de soutien à la scolarisation. C'est sans doute le propos de toutes les personnes qui sont ici, mais il s'agit de le penser. Que mettons derrière ces termes de scolarisation, de didactisation? Quels sont les obstacles qui se soulèvent face à ce mouvement, y compris ceux un peu institutionnels que de nombreux collègues, y compris notre collègue français, vient de marquer au propos justement de cette évaluation du bac qui corsette les apprentissages. Le sentiment de légitimité, il est nuancé par l'expression du manque de compétences, mais ce qui, en fait, moi, je trouve une bonne nouvelle pour tous les formateuristes qui sont ici rassemblés et qui veulent donner du temps pour soutenir les enseignants-enseignantes qui se lancent dans ce genre d'aventure. En termes d'envoi, je pense que cette toute petite enquête, elle donne une information particulière, c'est qu'en tout cas, on a une utilisation de la balade de diffusion dans l'enseignement de la lecture à l'école québécoise. Il me semble que maintenant, il faut vraiment investiguer davantage, affiner ces résultats, s'intéresser à savoir quelle pourrait être l'utilisation du balado dans l'enseignement de la lecture littéraire, pour quels usages précis, pour quelles finalités. Donc, ça demande en fait une deuxième enquête. Il me semble qu'en formation, on bénéficie là d'un point d'attache sur lequel rebondir. On a manifestement une place d'un genre comme celui-là, sur lequel on peut peut-être capitaliser pour aller vers des autres genres multimodaux et numériques moins abordés, comme on l'a vu, mais qui sont finalement pas aussi loin. À partir du moment où on utilise le téléphone intelligent pour consulter un podcast ou une balado-diffusion ou pour en créer, eh bien, le saut qualitatif, le saut en termes de formation n'est peut-être pas aussi important que peuvent se représenter des personnes qui ne connaissent pas les genres numériques de troisième génération, et donc partir des pratiques déclarées mais qui renseignent un petit peu plus sur la place de ces genres multimodaux numériques à l'école, ça me paraît une piste à creuser. Voilà, je vous remercie.